m'a donné le top départ. Donc, chers amis de Saint-Barthélemy, Monsieur le Président, chers élus, Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus sur le 4e et dernier épisode de ce premier cycle des rencontres territoriales initiées par votre collectivité et ses élus pour venir à votre rencontre en vue d'échanger, de vous présenter différentes thématiques. Vous connaissez le principe. On va vous donner la parole, bien évidemment. Il y a des micros qui sont à disposition, qui passeront parmi vous. Nous sommes aussi live sur la télé Facebook, donc nous sommes suivis en ligne. Si vous avez des questions ou que vous nous regardiez, n'hésitez pas, on y répondra, on essaiera d'y répondre en tout cas. Nous sommes ensemble pendant 2 heures pour cette rencontre. Et je vous rappelle qu'un livre blanc qui récapitulera la teneur de nos échanges et une analyse par sujet abordé sera disponible à partir de fin août. Avant de laisser place à Monsieur le Président de la collectivité de Saint-Barthélemy pour aborder le thème du jour qui sont les travaux et les grands projets structurants du territoire que vous pouvez voir à l'écran d'ailleurs, qui est derrière nous, pour mieux vous présenter et imager ce sujet du jour. Donc je donne tout de suite la parole à Monsieur Xavier Lédé, Président de la collectivité de Saint-Barthélemy. Je vous remercie encore d'être présent ce soir. Merci, bonsoir à tous. Et merci d'être ici à l'espace Rockefeller. On est sur le thème des travaux, donc ça fait partie des projets qui ont été commencés sur la mandature précédente. Je vois Nils qui est là et donc il doit bien se souvenir de toutes ces discussions et conclus sur cette mandature, donc un endroit on va dire un petit peu symbolique sur le côté travaux de la collectivité. C'est évidemment un sujet central qui nous concerne tous parce que d'une, ce sont des travaux qui répondent aux besoins de la population. De deux, ce sont des travaux qui impactent aussi la population. On est en pleine période de travaux routiers et donc je sais que tous les étés, c'est toujours le même sujet entre évidemment faire avancer ces travaux et en même temps ne pas être complètement bloquant sur toute l'île, voir comment organiser, comment répondre aux besoins des uns et des autres. Et donc voilà, l'idée ce soir, c'était d'une part de parler un petit peu de l'organisation de la collectivité, des chantiers qui sont en cours, mais aussi de vous écouter, de vous entendre sur les éventuelles questions que vous pourriez avoir sur ces chantiers ou les propositions que vous pourriez avoir sur d'autres choses qui ne sont pas encore lancées. La collectivité, vous le savez, investit tous les ans en matière foncière. Donc il y a aussi aujourd'hui des terrains qui ne sont pas construits, heureusement. Certains qu'on a besoin de laisser inconstruits. On a les sujets des sargasses. On sait qu'après l'ouragan Irma, c'était extrêmement important d'avoir du foncier disponible parce que l'usine n'était pas capable de tout gérer et donc il fallait pouvoir trouver un terrain intermédiaire. Mais aussi parce qu'il y a de nombreux projets qui ne sont pas aujourd'hui réalisés. Il y a des besoins qui existent encore. Alors, comme ça, on peut penser aux besoins de la collectivité en termes de bureaux, en termes de logements, en termes d'ateliers de stockage pour les services techniques ou de travail, mais aussi des projets structurants pour l'île qui ne sont pas encore réalisés. Et donc voilà, c'est un petit peu le sens de cette réunion. Donc vous avez des images qui défilent derrière moi. Alors je vais essayer d'être plus intéressant que ce qui défile, ce qui n'est pas toujours évident. Mais voilà, concrètement, nous avons en gros trois cycles ou trois éléments dans ces travaux. Et dans ces investissements, l'investissement foncier évidemment, donc qui permet soit d'acheter du non bâti, mais aussi d'aller un petit peu plus vite des fois en achetant des choses qui sont déjà construites et notamment du logement. Nous avons la réalisation d'infrastructures comme c'est le cas ici avec la Allo Pêcheur, la maison des associations, et puis comme j'en parlais, tous les travaux de réseau et qui sont aussi bien des routes que des structures comme en ce moment à Lurin, la construction d'un réservoir complémentaire qui est en cours ou comme on l'a vu, la nécessité, on a eu cet incident à Public il y a quelques semaines maintenant, et donc voilà, on a la nécessité aussi de s'adapter parce qu'il y a un programme qui est mis en place, et en même temps, il y a des réalités des fois du terrain qui font qu'il est nécessaire de se réajuster et d'être toujours en capacité de réagir. Comme je le disais, la collectivité investit assez massivement. Depuis 3 ans, je crois qu'on est en moyenne autour de 70 millions d'investissements. Alors, ce qui est le résultat de beaucoup de travail, on budgète beaucoup plus, pour être tout à fait honnête, mais très souvent on budgète en sachant qu'on ne sera pas forcément capable de tout réaliser parce que d'une, les équipes de la collectivité sont pas forcément en nombre suffisant, de deux, les entreprises ne sont pas non plus toujours en capacité de gérer plus de travaux, et puis de trois, voilà, comme on dit, si on pense aux routes, eh bien, il faut mettre en place un planning. Même si on a fait le choix depuis quelques années d'accélérer un petit peu et de multiplier les travaux routiers avec les incidences que ça peut avoir, mais avec une raison bien particulière. Je vais être
commencer par parler de ça, vu qu'on est en plein dedans. C'est qu'on voit évidemment les routes, on voit un petit peu moins ce qui se passe dessous. Et faire un revêtement, c'est pas forcément le plus compliqué et le plus long. En revanche, gérer des canalisations pour l'eau, pour l'assainissement, pour l'électricité, la fibre, le téléphone, et je ne sais pas si j'en oublie, mais ça doit être à peu près tout ce qu'on a sous nos routes, eh bien forcément, ça demande du temps, ça demande des moyens, mais ce sont des choses qui ne se font pas tous les ans non plus. Quand on fait ces réseaux, on en a pour 20, 25, 30 ans minimum, et ce qui, en tout cas c'est ce qu'on espère, va permettre d'ici quelques temps de pouvoir aller sur des travaux qui seront un petit peu moins impactants pendant l'été, parce que aujourd'hui, si on prend le déploiement de la fibre, on est à plus de 90% de réalisé. L'objectif étant qu'en fin d'année, de mémoire, on ait 100% de l'île qui soit fibrée. EDF, à peu près tout est en souterrain aujourd'hui. La distribution d'eau aussi, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été réalisés. On a un réseau de distribution qui a une performance autour de 80%. Alors si vous regardez ce qui se passe ailleurs, vous verrez que c'est assez énorme. Donc tout ça, ça se fait parce que les investissements sont réalisés et qui sont faits de manière annuelle, qu'il y a ce suivi, qu'il y a cette anticipation, qui n'est pas quelque chose de nouveau, hein, c'est toujours ce que la collectivité a cherché à mettre en place. Et donc voilà, ça c'est toute une première partie des travaux. Ensuite, sur le routier, comme j'ai dit, il y a les revêtements, il y a aussi tous les aspects circulation, stationnement et autres. On a des travaux en fondrade qui ont fait beaucoup couler d'encre d'ailleurs. On est en train de refaire des places de parking là où il y avait des places de parking et de replanter des arbres là où il y avait des arbres. Donc, on espère que ça sera fonctionnel. Mais voilà, donc il y a aussi ces aspects. Ce sont des choses qu'on travaille aussi depuis 3 ans maintenant. C'est de regarder à chaque fois qu'on a des travaux routiers, de voir comment on aménage au mieux, comment des fois on retravaille un peu les profils de route pour qu'elles soient moins accidentogènes. Comment aussi on va végétaliser quand c'est possible pour rendre les routes plus agréables. Comment on va intégrer du stationnement, comme ça peut être le cas à la Tourmente, notamment quand vous allez vers Anse-des-Cailles. Et donc voilà, tous ces sujets sont mis en place. On réfléchit aussi sur la façon de travailler. Donc depuis 2 ans maintenant, on a réussi à travailler de nuit sur certains chantiers. Il y en a d'autres où on a pris la décision de fermer complètement la circulation, ce qui nous a permis, comme à Marigot, d'aller beaucoup plus vite. Donc une gêne évidemment plus importante au moment où les travaux se font, mais au final un gain de temps et dans le temps une gêne qui sera moins longue. Donc c'est aussi sur ces sujets où c'est très intéressant de vous entendre, de voir quels sont vos retours sur cette organisation, de voir est-ce que ces réflexions qui sont menées vous semblent plutôt positives ou au contraire plus contraignantes, pour qu'on puisse toujours essayer évidemment d'améliorer, que ce soit le service rendu, que ce soit le ressenti de la population, parce que les deux sont évidemment extrêmement importants. Enfin, l'autre partie, alors qui est certainement aussi celle qui intéresse beaucoup de monde, ce sont les plus gros chantiers. Donc il y en a eu beaucoup déjà qui sont faits. Et là aussi, il y a deux aspects. Il y a les aspects services publics, on va dire pur et dur, qui vont concerner la distribution d'eau, par exemple, qui vont concerner la gestion du port. On devrait recevoir la fin de chantier de l'extension du port et du comblement de la Darse d'ici quelques semaines, septembre ou septembre-octobre de mémoire. Voilà, ça typiquement, c'est un chantier alors qui parle peut-être moins aux gens, d'une manière générale. Par contre, je peux vous dire que tous ceux qui travaillent sur le port ont bien conscience de l'importance. Et je vois Ernest qui est là, qui a suivi ce chantier pendant beaucoup de temps et qui l'a mené, qui l'a demandé aussi pendant pas mal de temps. Voilà, on a ce genre de chantiers qui ont un coût certain, qui sont plus axés sur, on va dire, ce qu'on ne voit pas, comme je parlais des réseaux de distribution d'eau par exemple. On n'y pense pas au quotidien, on y pense quand l'eau n'arrive pas à son robinet. L'assainissement, c'est pareil. Quand la STEP ne fonctionne pas, c'est là qu'on pense qu'il y a des travaux à faire en assainissement. Et puis, on a, comme je le disais, des réservoirs complémentaires qui sont construits. Ça a vraiment été une volonté sur cette mandature de mettre un axe fort sur tout ce qui est, alors sans côté péjoratif, mais tout ce qui n'est pas, entre guillemets, clinquant, tout ce qui n'est pas bâtiment, tout ce qui est vraiment beaucoup plus technique. Donc c'est pour ça, comme je disais, qu'on a avancé sur les réseaux, sur les routes, qu'on a travaillé sur le port, qu'on a aujourd'hui également doublé la capacité de production de la SIDEM, qu'aujourd'hui on travaille sur les capacités de stockage de l'eau. Et donc voilà, tous ces chantiers mettent évidemment beaucoup de temps, mais sont absolument indispensables.
L'autre partie qu'il va y avoir, comme je disais, ce sont plus les bâtiments. Et là aussi, on n'est pas en reste. Donc il y en a certains qui ont été lancés et qui sont aujourd'hui, qui ont été lancés sur les mandatures précédentes et qui sont aujourd'hui terminés, comme le STIS que tout le monde connaît et que tout le monde peut voir, avec une anticipation sur l'avenir. Alors voilà, forcément, quand on termine, il y a le débat de se dire est-ce que c'est trop grand ou pas trop grand. Donc on a aussi cette réflexion de se dire comment optimiser le bâtiment, et en même temps, il faut forcément se projeter. Peut-être que ce qui est trop grand aujourd'hui, dans 2, 5 ou 10 ans, selon l'évolution, ça ne sera plus le cas. Je prends le cas de la collectivité. Ça a été pareil, quand le bâtiment de la collectivité a ouvert, tout le monde a trouvé que c'était un bâtiment énorme. Forcément, comparé à l'ancienne mairie, c'était le jour et la nuit. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, on arrive au moment où on ne sera plus capable de pousser les murs. Je pense qu'il reste 2 petits bouts d'ailes sur lesquels on peut faire des travaux, mais qui resteront à la marge. Et après, on ne sera plus capable de rajouter un seul bureau dans la collectivité. Et pourtant, il y a des besoins qui restent. Et je pense que si vous demandez à n'importe quel service, est-ce qu'ils sont assez nombreux, unanimement, ils vous répondront non. Et c'est pas parce qu'ils ne sont pas efficaces, ils travaillent beaucoup, mais parce que, comme j'ai dit, il y a beaucoup de travail. Donc voilà, il y a toute cette anticipation à faire. Donc il y a ces bâtiments qui ont pu se finir, et puis il y a ceux qui est en cours et qui n'est pas fini. J'imagine qu'il y aura des questions, par exemple, sur le centre culturel, où nous avons fait le choix de repenser le projet avec voilà, toute une série de sujets à traiter. Et puis ce qui se lance, donc nous avons le projet des écoles. Donc ça va faire partie des choses qui défilent derrière moi, hein, le projet des écoles. Là, mercredi dernier, en conseil exécutif, nous avons validé les jurys de concours pour la construction de la MAM et de logements sur Anse-des-Cailles, et la construction du pôle autonomie également sur Saint-Jean, à côté du stade. Donc 2 projets évidemment qui sont majeurs, qui sont extrêmement importants. Le pôle autonomie, c'est un projet pour lequel on est même en retard, hein, parce qu'il y a des obligations aussi de la collectivité. Il y avait des premières propositions qui ont été faites, qui ne convenaient pas forcément aux associations, qui avaient des avantages et des inconvénients. Donc voilà, il y a un choix qui a été fait d'assumer, de prendre entre guillemets ce retard pour rediscuter avec tout le monde, le repenser, y intégrer plus de choses, du logement, des bureaux pour différents types d'associations, etc. Et donc voilà, ce sont ces projets qui aujourd'hui sont validés. Les systèmes administratifs sont souvent un petit peu longs. Alors on a aussi souhaité beaucoup plus avoir recours aux jurys de concours, parce que voilà, pour comprendre comment ça marche, quand vous passez un marché et que vous demandez à un architecte de vous faire une proposition, si vous n'êtes pas sur un jury de concours, vous allez recevoir, je parle sous ton contrôle, vous allez recevoir une feuille A4 avec une série de missions, un pourcentage, et puis forcément les architectes, peu ou prou, ils sont sur les mêmes pourcentages, et ils sont pas fous. Donc voilà, il faut faire des choix comme ça. Le jury de concours permet de sélectionner 3 architectes, d'avoir 3 esquisses qui sont dessinées, et de pouvoir décider, alors pas juste la collectivité en plus, et c'est aussi ce qui est intéressant, il y a des architectes conseils qui participent, il y a les personnes qui seront en charge des infrastructures par la suite, qui vont les utiliser. Ça a été le cas par exemple sur les écoles, où nous avons fait venir les responsables des écoles primaires et maternelles pour pouvoir regarder. Ça a été le cas sur le pôle autonomie également. Et donc voilà, de partager les avis. Il y a une douzaine de personnes qui participent à ces jurys de concours. Il y a une assistance à maître d'ouvrage en général qui est prise également pour faire l'analyse, pour accompagner la collectivité. Donc voilà, ça permet d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus collégial, qui ne veut pas dire que ça ne fait pas débat, évidemment, parce qu'ensuite il y a forcément un choix et un goût qui entre en jeu aussi. Et donc tout le monde n'a pas forcément les mêmes idées et les mêmes envies. Mais en tout cas, voilà, ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus concret, et quand on se lance, de savoir un petit peu mieux où on va. Et donc c'est pour ça que ces démarches prennent un peu plus de temps, parce qu'un jury de concours, globalement, il faut à peu près 1 an. Donc 1 an, ça peut paraître long sur un temps administratif. Au final, on se rend compte que ça passe très vite quand même, mais forcément, voilà, ça demande un peu plus de temps. Donc ce sont ces éléments que vous voyez derrière. Là, il y avait le groupe scolaire aussi à Saint-Jean qui lui aussi va se lancer. Donc là, c'est pareil. C'est un projet sur lequel nous avons fait le choix de retravailler un petit peu en début de mandature, justement pour y intégrer plus d'autonomie, alors que ce soit énergétique, que ce soit en capacité d'eau, y intégrer également plus de stationnement et y intégrer plus d'accessibilité. Donc aujourd'hui, ce jury de concours, lui aussi, a été validé. Le permis doit être déposé avant la fin d'année pour un début de chantier
début d'année prochaine. Donc vous voyez, il y a de nombreux chantiers, là, comme ça on en évoque déjà 3 ou 4. Et puis il y a les chantiers, alors ça c'est une nouveauté, mais les chantiers qui ne concernent pas la collectivité directement. Nous avons fait le choix d'accompagner sur deux projets qui relèvent des compétences de l'État, qui sont la reconstruction de l'hôpital et qui sont la reconstruction de la centrale EDF. Parce que il y a forcément, y compris pour l'État français, des enjeux financiers, et nous souhaitions être sûrs que les projets répondent à ce qui nous semble être les besoins de la population, ce qui est échangé évidemment, alors, que ce soit quand on discute avec l'hôpital, que ce soit quand on discute avec EDF, avec les utilisateurs évidemment. Et donc nous allons financer sur la reconstruction de l'hôpital à hauteur de 28 millions de mémoire, et sur EDF, c'est une somme qui pourrait monter jusqu'à 90 millions. Donc, ce sont des sommes qui évidemment paraissent énormes comme ça. Bon, Dieu merci, c'est pas déboursé sur un seul exercice budgétaire, parce que même pour la collectivité, ça serait compliqué. Mais en tout cas, voilà, ça fait en quelques mots comme ça, vous voyez qu'il y a de nombreux sujets qui sont sur la table de la collectivité, des gros projets structurants qui restent encore à réaliser. Et comme je le disais, ensuite également aussi du terrain, du foncier. On a des questions de parking, donc évidemment on parlait du centre culturel et du parking, mais la question se pose sur Saint-Jean aussi, et ça fait partie des options et des discussions qu'il peut y avoir. Est-ce que nous devons réaliser un parking sur plusieurs étages à Saint-Jean au niveau de l'aéroport, sur ce terrain qui est là aujourd'hui, qui sert de parking, mais de manière on va dire beaucoup plus roots, et qui pourrait aujourd'hui recevoir beaucoup plus de véhicules, et également des bureaux. Nous avons tout l'arrière du terrain de Saint-Jean, derrière Super U et compagnie, où aujourd'hui il y a des sargasses, mais c'est pareil, c'est un terrain sur lequel il y a du potentiel. Nous avons, je parlais des aspects plus techniques, nous avons une steppe aujourd'hui à Gustavia. Évidemment, c'est insuffisant pour toute l'île. Demain, nous devons réfléchir à se dire notamment sur Saint-Jean, est-ce que nous sommes capables de remonter une steppe? Il y a une possibilité sur ce terrain, c'est quelque chose qu'on pourra discuter, expliquer. Il y a des anticipations qui ont été faites avec des accords avec certains propriétaires pour faire des servitudes de tréfonds, c'est-à-dire l'autorisation de construire en souterrain sur leur terrain pour faire passer des canalisations, et qui typiquement permettrait d'aller beaucoup plus vite sur le déploiement, de ne pas casser les routes aussi, parce que c'est que, comme je disais, à chaque fois les réseaux sont souterrains, donc ça nécessite de casser les routes, etc. Là, sur un projet comme ça, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais ça permettrait d'avoir une steppe sur Saint-Jean, de passer en souterrain dans une zone non construite et de ressortir vers le stade, d'utiliser potentiellement en extérieur tous les canaux et l'étang de Saint-Jean pour aller jusqu'au petit rond-point de la plage de Saint-Jean. Et vous voyez que déjà là, on a traversé quasiment tout Saint-Jean sans casser une route, et qui permet de raccorder pas mal de monde. Donc, voilà un petit peu quelques exemples, quelques éléments que je souhaitais vous apporter. Mais je pense que ça sera bien plus sympa et bien plus intéressant si on échange. Et si vous avez des questions ou des commentaires, ça sera pas mal. Donc je te rends le micro, Philippe. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Vous l'avez compris, on a fait un petit peu le tour des travaux qui sont en cours ou des choses qui sont à venir. Pour aller plus en avant, peut-être j'invite Fabrice. Est-ce que tu es prêt éventuellement? Oui. Voilà, donc pour engager les débats et pour rentrer dans le vif du sujet, parce qu'il nous faut du concret, j'invite à présent Monsieur Fabrice Guérard en ses qualités de conseiller territorial, mais surtout en tant que président de la commission MDMT, donc la maîtrise du développement et de modernisation du territoire, qui sera plus à même de nous donner des points bien plus précis et sur lesquels on va pouvoir débattre si vous voulez. N'hésitez pas, préparez vos questions, on est là pour échanger, pour en parler. Fabrice? Oui, bonjour à tous. Alors je ne serai pas bien long, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je me demandais jusqu'à quelle quantité de population on pouvait arriver ici, parce que finalement, on nous a dit pendant longtemps qu'on était 9 999, mais la Sécurité sociale a dit qu'on était pratiquement 14 000 permanents, et sans parler des autres qui ne sont pas forcément la Sécu. Et donc, parce que finalement, plus il y aura de monde, plus il faudra des infrastructures. Donc il y a un moment, je ne sais pas jusqu'où on pourra aller, c'est tout. Voilà.
Alors je rappelle qu'on reste un territoire français et que donc le contrôle des frontières reste une compétence de l'État et que donc tout Français, tout Européen est légitime à venir à Saint-Barthélemy et est légitime à venir s'installer. Donc ensuite, il y a une question effectivement sur le modèle économique et de se dire jusqu'où on doit aller. Est-ce qu'il faut 10, 15, 20 restaurants de plus? Est-ce qu'il faut plus de villas? Est-ce qu'il faut plus de tout ça? C'est sûr que c'est des questions qui se posent. La collectivité ne peut pas seule répondre à ça. La liberté d'entreprendre, ça existe et elle s'impose à une collectivité. Par contre, ce qui s'impose aussi à une collectivité, c'est de répondre aux besoins. Et donc c'est pour ça que, oui, l'idée, quand on fait des travaux aujourd'hui, j'ai pris l'exemple du STIS, où on se dit, a priori, c'est trop grand, demain, c'est pas forcément vrai. Aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on souhaite investir auprès d'EDF sur la construction de la centrale, on souhaite que ce soit la dernière fois qu'il y a des discussions sur quelle puissance doit être nécessaire pour la population de Saint-Barthélemy. C'est tout le sens de ce travail, c'est certes d'anticiper, parce que les choses ne peuvent pas changer comme ça, ni d'un coup de baguette magique, ni d'un gros coup de frein, parce que, alors on va pas faire de pub pour Ferrari, Maserati ou je ne sais qui, mais si on est dans un véhicule lancé à pleine vitesse et qu'on met un gros coup de frein, en général ça se passe pas très bien. Donc il faut être capable de décélérer, c'est pour ça qu'il faut être capable de discuter, de travailler. Un exemple qu'on peut prendre, c'est le travail qui a été fait sur l'adressage. C'est un travail qui va permettre de récupérer de la donnée. C'est un gros travail qu'on a lancé depuis le début du mandat aussi, c'est de faire en sorte d'avoir une donnée aussi fiable que possible. Tu parlais de la population, c'est quelque chose qui va évoluer aussi. Alors, du coup, on avait acté qu'on était plus de 10 000, parce que le fait de l'avoir acté 2 fois de suite permet aujourd'hui de lancer différentes façons de recenser, pour justement avoir cette visibilité un petit peu plus claire sur l'évolution de la population, sur les besoins. Maintenant, tant qu'il y aura des gens on doit travailler sur l'urbanisme. Il y a une réflexion et ma vision en tout cas, c'est pas qu'on doit arrêter de construire, c'est qu'on doit se donner les moyens de construire le plus longtemps possible. Pour ça, il faut construire moins gros et moins vite. Maintenant, encore une fois, il y a des règles et les règles ont évolué au fur et à mesure du temps. On voit bien qu'il n'y a pas de règle qui est parfaite. Déjà parce que si on regarde la topographie de Saint-Barthélemy, vous avez 2 terrains qui sont absolument mitoyens et où on ne peut pas construire la même chose, alors que les règles sont identiques. Et on va se dire, en mettant ces règles en place, on va contraindre. Mais on se rend compte qu'en fait, non, le voisin va être capable de faire différemment. Il y a des technologies qui évoluent. Je pense qu'il y a quelques années, personne n'aurait imaginé qu'on était capable de ne pas prendre un terme technique, mais de scier une colline. Aujourd'hui, on voit que voilà, il y a des outils qui permettent d'arriver, de scier littéralement une colline, d'avoir ensuite un pan de roche qui est absolument lisse et absolument droit. Forcément, ça permet d'autres réalités sur la construction. Mais ce sont aussi des échanges qu'il y a avec les professionnels pour regarder quelles sont les marges de manœuvre qu'on peut trouver, pour regarder comment on peut avancer dans le même sens, parce que les professionnels répondent aussi à des demandes. Donc il y a un moment où c'est un travail qui ne peut être que collectif. Certes, la collectivité peut avoir certains leviers, mais s'il n'y a pas une volonté partagée de tout le monde de se dire « Ok, c'est pas parce que je peux construire 500 mètres carrés que je vais le faire », ça peut aider. C'est pas parce que j'ai plusieurs terrains que je vais chercher à en vendre pour être tranquille derrière. Ça peut aider aussi. Donc il y a vraiment cette question de volonté commune aussi. Marie-Maud, j'arrive. Bonjour, je me présente, je m'appelle Marie-Maud Lédé, habitante de Thoigny. Donc moi, ma question concerne plutôt l'hôpital. Donc par rapport à ce que le monsieur a dit, ce qui serait intéressant de savoir, c'est par rapport aux infrastructures, puisqu'on a fait une plus grande caserne. Est-ce que ça ne sera pas un peu trop juste à Gustavia de garder le même hôpital et par rapport à l'emplacement, puisque c'est quand même assez petit. Et donc c'est vrai que nous, on n'a pas eu le droit de choisir, donc vous avez décidé que ce serait à Gustavia. Donc moi, je sais que concernant cette solution, j'aurais voulu avoir un peu plus d'informations justement par rapport à l'infrastructure. Est-ce qu'il y aura la place justement par la suite si on est trop ? Et
Après, moi, c'est plus parce que j'ai eu un problème personnel. Hein. On vient de Thoigny, donc de Thoigny, il faut aller jusqu'à Gustavia pour pouvoir voir un docteur, pour pouvoir faire une évacuation sanitaire. Ça m'est arrivé avec mon père, pour pouvoir retourner à Saint-Jean, être évacué. Donc, cette question se pose aussi. Il faut traverser Gustavia, retraverser Gustavia pour être évacué au niveau de, je sais pas, pour sauver une vie. Est-ce que c'est sérieux, en fait? Est-ce que ça a été réfléchi? Pas du tout. Pas du tout réfléchi. Non, mais si, je me doute que ça a été réfléchi, mais par rapport à la taille de l'infrastructure, surtout. Non, mais bien sûr, c'est un sujet qui fait débat et c'est légitime. Alors, comme j'ai pu le dire en conseil, déjà, la chance qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas un bon et un mauvais projet. Il y a deux options qui sont différentes. Deux options qui ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Ensuite, oui, ce qui est prévu est évidemment beaucoup plus grand que ce qu'il y a aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si Eric veut dire quelques mots, mais là aussi, il y a un jury de concours qui a été lancé. Il y a 3 entreprises qui ont été sélectionnées de mémoire et donc qui vont dessiner, qui vont faire les propositions. Mais évidemment que tout ça est réfléchi et fait en concertation. Et aucun élu sain d'esprit ne partirait à se dire on va faire ça alors que ce n'est pas viable, alors que ce n'est pas intéressant, alors que juste pour définitif. Du coup, le projet reste à Gustavia, c'est définitif. Tout a été voté en collectivité, les budgets ont été passés, enfin, tout a été fait. On est en train de finaliser, comme on s'y était engagé, les questions de foncier aussi avec l'hôpital, qui est un sujet qui a 25 ou 30 ans, donc c'est aussi une avancée extrêmement importante. Par rapport aux évacuations sanitaires, c'est pas encore acté, mais dans le projet, il est discuté la capacité potentiellement d'avoir des hélicoptères qui pourraient venir sur Gustavia. Évidemment que, je parlais des travaux routiers, tout ça aussi est pris en compte quand on fait des travaux en fondrade. Au-delà du parking de ci, de ça, il y a une question de fluidité, de se dire... Quand on a un bout de rue où on a des véhicules qui se garent de travers sur un trottoir, un véhicule qui part, un véhicule qui arrive, vous en avez pour 3 minutes. Un véhicule qui arrive en épi et un qui ressort, vous en avez pour 30 ou 45 secondes. Donc, c'est aussi cette réflexion d'ensemble qui est faite. Le sujet va se continuer. On travaille aussi à améliorer la fluidité sur le territoire. Et donc, c'est un ensemble. C'est sûr que si on regarde... Après, on pourrait aussi se poser la question de dire si on reste en l'état et si on voit l'évolution qu'il y a, est-ce que demain, de faire Thoigny aéroport en passant par Lorient et par Saint-Jean, ça sera réellement beaucoup plus vite que de faire Thoigny, Gouverneur, Gustavia et ensuite de repartir à Saint-Jean? J'ai pas la réponse, hein, mais donc il y a, en tout cas, il y a évidemment un travail, une réflexion qui sont menées pour faire en sorte que ce soit quelque chose qui est opérant. Mais pour vous dire, le projet qui est dessiné de mémoire a même 10 logements, 12 logements, je ne sais plus, plus que 10 ou 12 logements. Donc vous voyez que par rapport à ce qu'il y a, c'est un projet qui est beaucoup plus important que la réalité. On est en train de finaliser l'achat d'une parcelle juste en dessous. Et là aussi, il y aura des discussions avec l'hôpital pour se dire... Est-ce qu'on se libère de l'espace ou est-ce qu'on se donne la possibilité d'avoir des extensions en construisant un peu moins de choses annexes? Parce qu'il y a une réflexion sur du logement, il y a une réflexion sur une MAM. Non, la MAM n'avait pas été retenue. Il y avait il y a la maison de la santé aussi. Donc voilà, il y avait plusieurs projets au sein même de ce projet. Le fait d'avoir du foncier juste en dessous, on a quasiment 500 mètres carrés sur lesquels on peut construire 3 niveaux. Ça laisse aussi, c'est toute cette réflexion. Alors, j'entends parce que forcément, c'est compliqué aussi de constamment aller dire on a fait telle chose, on a fait telle chose, on a fait telle chose. Donc forcément, la population n'a pas l'information ou n'a pas toute l'information. Et donc il faut faire aussi où elle a des informations qui peuvent être contradictoires, donc elle peut se retrouver un petit peu perdue, on va dire, sur les projets. Mais bien sûr que tout ça est réfléchi avec, pour tout dire, dans les 3 cabinets retenus, il y en a qui travaillent sur des projets extrêmement complexes, dont un à Monaco de mémoire. Donc qui savent aussi gérer les questions de petits espaces, qui savent gérer les questions de proximité pour toutes les nuisances qui vont avec un chantier, qui savent aussi s'organiser. Donc le travail est fait avec une vraie réflexion.
Ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas pu faire un bon hôpital à Saint-Jean. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des, comme je dis, un ensemble de projets. Et c'est ce que j'ai aussi évoqué tout à l'heure pour se dire, il n'y a pas beaucoup de terrain au final. Donc il faut regarder et se dire, est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus intéressant de préserver le terrain de Saint-Jean pour faire d'autres choses, ou est-ce que c'est plus intéressant d'y mettre un hôpital ? À ce moment-là aussi, j'ai pas été faire les statistiques. Est-ce qu'un hôpital à proximité directe d'un aéroport, ça se voit beaucoup, je suis pas sûr, par rapport à différents risques qu'il peut y avoir. Donc voilà, il y a beaucoup de questions qui sont légitimes, et c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas forcément un bon, en tout cas à mon sens, il n'y a pas un bon et un mauvais projet, mais évidemment que le choix qui est fait aujourd'hui, alors qui n'est pas fait tout seul, hein, encore une fois, il y a un ensemble de points qui sont passés en conseil au fur et à mesure, et donc c'est quelque chose qui est réfléchi, et si on avance, c'est qu'on est convaincu que c'est une solution qui fonctionnera. Je ne sais pas si tu voulais préciser quelque chose. Non, juste bonsoir. Juste sur l'hôpital, il y avait plusieurs questions à purger. D'abord, le constat, c'est que l'hôpital d'aujourd'hui, il n'est plus en conformité avec ce qu'on est en droit d'attendre, et surtout sur une île comme la nôtre. Donc, je me rappelle quand je suis arrivé ici, mes collègues m'ont dit, tu vas arriver dans un hôpital, il y a de l'or partout, etc. Vous connaissez tous l'hôpital, ce n'est pas tout à fait ce que j'ai trouvé. Donc ça, c'est important, parce que ça veut dire qu'on a trop longtemps tergiversé autour de cet hôpital, et que les prises en charge en soins et les conditions de travail des agents, elles en pâtissent. Donc il y avait plusieurs points à purger avant de lancer ce projet de l'hôpital. Premier point, où est-ce qu'on construit ? Ça, c'est une décision, je dirais, plus politique que la collectivité avait à prendre, eu égard au taux d'intervention financier qui est du jamais vu. Enfin, moi, ça fait 35 ans que je suis directeur, je n'ai jamais vu une collectivité mettre autant d'argent. Et tant mieux, parce que sinon, l'État ne l'aurait pas mis. Donc on serait resté comme on était. La deuxième question, c'était la question des terrains, puisque ça fait 25 ans que tout le monde se demande à qui sont ces terrains. Donc là, on va purger la chose très prochainement. Et la troisième question, c'était qu'est-ce qu'on construit, combien de surface, quelles sont les activités qu'on va développer, etc. On sait très bien qu'il n'y aura pas de bloc opératoire, il y aura juste une salle de petite intervention. On sait très bien qu'il n'y aura pas de maternité, parce que le taux d'accouchement sur l'île est insuffisant. Donc on a demandé aux soignants, par rapport au projet, comment vous voyez l'hôpital, quelles sont les surfaces dont vous avez besoin. Et au lieu de construire un hôpital et de se demander après ce qu'on va faire dedans, on a travaillé sur qu'est-ce qu'on voulait faire dans cet hôpital et on le construit après. C'est un hôpital qui, au jour d'aujourd'hui, vous avez vu, il est en rez-de-chaussée avec un sous-sol. Il sera en R+1, donc on double les surfaces. Et donc, normalement, ce projet, les architectes, nous, on a dit, les soignants ont dit ce dont ils avaient besoin. On a besoin de X salles aux urgences, on a besoin de tels circuits pour l'hospitalisation, on a besoin de liaison urgence médecine directe. Donc les soignants ont dit ce dont ils avaient besoin. On a fait un cahier des charges et maintenant, comme le disait le président, c'est à l'architecte, aux 3 architectes qui ont été retenus, à nous faire un projet qui vont nous présenter, je pense, d'ici la fin de l'année ou au tout début de l'année. Et le jury qui les a présélectionnés devra choisir le projet qui est le meilleur. Une fois qu'un projet sera sélectionné, l'architecte devra se mettre en ordre de marche pour tout préparer, y compris la consultation des entreprises. Ensuite, il y aura des appels d'offres qui seront passés, comme c'est la règle dans les structures publiques. Et une fois que ces appels d'offres seront passés, les entreprises seront retenues et il faudra construire. Sans oublier, puisque je vois Henri, les interfaces aussi avec les services avec lesquels on travaille et de manière très proche, que sont le labo, la radio aussi, le CIMA. Donc tout ça, et l'EHPAD bien sûr, mais qui fait partie de notre établissement. Donc tout ça, c'est des éléments qui ont été réfléchis. Ensuite, on aurait tout à fait pu construire aussi bien à Saint-Jean qu'à Gustavia. Les 2 sites avaient des avantages et des inconvénients. À Gustavia, il y aura à prévoir des opérations tiroirs, puisqu'on va reconstruire sur le site. Donc on ne pourra pas détruire tant qu'on n'aura pas commencé à reconstruire. Donc il y a des phasages à faire. Et à Saint-Jean, effectivement, il y avait aussi un certain nombre de points qui nécessitaient de réflexion. Donc voilà, c'est un projet qui est mûrement réfléchi. Maintenant, la balle est dans le camp des architectes, des hommes de l'art, qui devront nous proposer la meilleure structure possible, avec les meilleurs flux possibles, pour qu'on puisse prendre en charge du mieux possible. Voilà, peut-être juste une précision qui a quand même son importance. C'est comme je le disais au début, et tu l'as rappelé, c'est une collectivité qui construit un hôpital, ça n'existe pas. Aujourd'hui, voilà, on apporte notre aide. Aller construire sur un nouveau site, ça voulait dire aussi s'engager sur
quand même beaucoup de millions d'euros pour construire, avec, à date, aucune garantie que l'ARS ne donne une autorisation d'exploiter cet hôpital par la suite en disant « Vous avez construit, c'est très bien, mais moi j'ai toujours mon hôpital à Gustavia et je vais continuer de travailler sur mon hôpital à Gustavia. Je vais mettre des rustines comme je peux avec les moyens que j'ai. Mais votre hôpital flambant neuf, j'ai pas prévu de donner des autorisations parce que il va aussi avoir des coûts d'exploitation qui seront différents et sur la reconstruction, ça sera de toute façon, on le sait déjà, un sujet parce que forcément pour la collectivité ça l'est aussi. Mais voilà, plus vous construisez, plus vous faites, mais plus il y a d'entretien derrière, plus il y a de coûts d'exploitation et ça a aussi son incidence sur les budgets. C'est aussi vrai pour la collectivité. Attends. Non, Attends, bouge pas, je te donne le micro. Si vous prenez la parole, il n'y a aucun souci, mais comme on est live, il faut que vous parliez dans le micro, sinon ça fait des blancs et on ne comprend pas ce qui se passe. Merci. Juste une dernière question, après on va passer à autre chose. Pendant les travaux de l'hôpital, du coup, ça va se passer comment? C'est la maison de la santé qui prend le relais? Non, en fait, c'est un phasage des travaux. Donc, ce seront des petites tranches qui seront faites, petite tranche par petite tranche, pour qu'on puisse, au fur et à mesure, qu'à chaque fois qu'un endroit sera réalisé, y mettre les services qui sont concernés et avancer au fur et à mesure comme ça. Oui, il y aura toujours l'hôpital qui va continuer Absolument. de fonctionner comme... Absolument, voilà, oui. c'est la question que je me posais, mais que Oui, d'autres personnes se posaient aussi. Oui, c'est absolument indispensable. Évidemment, on ne peut pas laisser Saint-Barth bien. sans hôpital. Même s'il y a eu des réflexions et des propositions au moment d'avoir un bateau de croisière qui pourrait servir d'hôpital, on est aussi sur une île cyclonique, donc on ne va pas prendre le risque. Merci Marie-Maude, merci Eric, directeur de l'hôpital. Tu avais une question peut-être, non? Pas de question pour le moment? Toi? Excuse-moi. Oui, donc je connais Saint-Barth depuis 1988, installé en 95. En 2007, on a voté pour une collectivité, normalement pour justement décider de notre futur. Et finalement, sans cesse, on nous dit « Ah oui, mais il y a les lois françaises, il y a les lois françaises, il y a les lois françaises ». Alors, moi, ce que je trouve quand même depuis 88, et vu ce que j'observe, c'est que les locaux et les travailleurs sur place ont perdu beaucoup et que les investisseurs extérieurs, ils ont gagné beaucoup. Je ne vois pas pourquoi je paierais autant de taxes sur l'EDF, par exemple. Très bien, on paye au prix du nucléaire, alors que des gens de l'extérieur vont payer la même chose, alors qu'ils vont gaspiller toute l'année de l'électricité à refroidir leur maison à 19 degrés alors qu'il n'y a personne dedans. Moi, je pense qu'il y a un moment, on ne peut plus traiter la population locale comme les investisseurs extérieurs qui s'enrichissent plus que nous et qui ont tous les moyens, qui s'en fichent pas mal de gaspiller l'électricité, l'eau et le reste, de patrier leurs déchets, et ainsi de suite. Donc je pense que égalité, il n'y en a pas. Liberté, je ne sais pas, mais l'égalité, il n'y en a pas. Eux, ils sont beaucoup plus riches que nous, et je pense qu'il faut les traiter différemment. Et je pense qu'il faut qu'ils payent au prix du fuel, l'EDF. Il faut qu'ils payent des choses, parce qu'ils planquent leur argent ici. Très bien, ça nous fait du développement, ça nous fait travailler. Mais les gens qui travaillent sont de plus en plus pauvres. Par rapport à ce que j'ai connu en 88. Je pense que la population locale est en train de s'appauvrir et on va être bouffé par tous les groupes extérieurs, par tous les investisseurs étrangers qui ont beaucoup d'argent. Et nous, on en aura de moins en moins de toute façon. Donc je pense qu'à un moment, il faut que on ne dise pas « Ah, il y a les lois françaises ». Non, il faut qu'on décide de ce qu'on veut faire et que les gens qui ont beaucoup d'argent et qui viennent le planquer ici, ils participent plus à la vie de la collectivité et de l'île. Voilà. Je ne sais pas si on est complètement dans les travaux, mais c'est pas grave, je vais quand même juste donner quelques éléments. Alors, je vais faire attention à ce que je dis, parce qu'on est quand même sur les réseaux sociaux. Mais je t'invite à regarder exactement la réalité du tarif auquel tu payes ton électricité et de regarder exactement quelles sont les contributions, qui a des contributions aussi à payer pour que nous ayons ce tarif d'électricité, etc., etc. Après, par contre, je partage, et c'est tout le sens des discussions qu'on a avec EDF, avec la Creux, etc., sur la reconstruction de la centrale EDF. On doit avoir un fonctionnement qui... Alors, c'est pas une question d'étrangers et de locaux, mais par contre une question de savoir ceux qui consomment entre guillemets trop et ceux qui consomment de manière plus raisonnée. Avec un bémol également, c'est que potentiellement ceux qu'on pourrait considérer comme des gros consommateurs
in fine, sont aussi ceux qui nous permettent de mettre 50 ou 90 millions sur la table pour investir dans notre centrale EDF. Donc il y a vraiment 3 niveaux à regarder. Il y a une consommation entre guillemets de monsieur et madame tout le monde, et ensuite dans ceux qui consomment beaucoup, la consommation qui serait entre guillemets vertueuse parce qu'elle sert un système économique, et celle qui est démesurée parce qu'effectivement, est-ce qu'on a besoin d'avoir une piscine chauffée à 32 degrés à Saint-Barthélemy sur le réseau EDF? Il peut effectivement y avoir débat, on est d'accord. À la limite, j'ai envie de dire qu'il pourrait même y avoir débat de savoir est-ce que c'est vraiment une volonté de nos touristes d'avoir des piscines chauffées. Bon, ça c'est encore autre chose. Mais voilà, il y a cette réflexion, sache qu'elle est en cours. Aujourd'hui, tout le monde paye la même chose. Je dis aujourd'hui, tout le monde paye la même chose. Moi, ce que je dis, c'est que les surconsommateurs devaient payer plus cher. Mais après, encore une fois, et ça les calmerait peut-être, parce que c'est quand même notre nature qui prend un coup, que ce soit pour l'eau, que ce soit pour l'EDF, on brûle du fioul. Donc je pense qu'il y a un moment, les surconsommateurs devraient être surtaxés. Voilà. Comme dit après, si tu veux repréciser, mais c'est effectivement la réflexion qui est menée avec EDF aujourd'hui. Oui, donc en l'état actuel, c'est vrai qu'il y a une différenciation par rapport à la puissance qui est délivrée et pas forcément sur la consommation. Mais on est en train de travailler justement avec l'État, la Creux et EDF pour pouvoir justement avoir une répartition plus juste par rapport à ceux qui surconsomment, par rapport à ce qu'on estime une consommation normale. Et on travaille, on a bon espoir que d'ici fin d'année, on puisse faire évoluer, fin d'année, début d'année prochaine, faire évoluer la chose. Et je précise aussi que depuis à peu près 4 ans maintenant, petite maison, grosse maison ou quoi que ce soit, tout le monde a la même puissance autorisée par EDF, à savoir 9 kW. Donc c'est aussi déjà entre guillemets en place. Donc ceux qui consomment beaucoup potentiellement, c'est parce qu'ils ont investi dans du photovoltaïque, c'est parce qu'ils ont d'autres systèmes d'énergie, c'est parce qu'ils travaillent sur la réduction de leur consommation avec des systèmes intelligents, etc., etc. Mais donc c'est un sujet qui est parfaitement pris en compte et qui est parfaitement dans les discussions. Après, sur la question de plus de capacité à prendre en main notre destin, alors la façon dont moi j'entends ce que tu dis, j'appellerais ça plutôt de l'indépendance que de l'autonomie. À titre personnel, je ne suis pas pour l'indépendance. Je pense que notre autonomie, oui, et je pense que si on discute ou si tu échanges avec nos différents voisins sur les îles, personnellement, à chaque fois qu'on a des rencontres régionales ou des rencontres avec les pays et territoires d'outre-mer, tout le monde est admiratif, d'une part, du fonctionnement de Saint-Barthélemy. Tout le monde est impressionné par le nombre de choses qu'on est capable de gérer nous-mêmes. Parce que, très honnêtement, quand on est dans ces réunions, Saint-Barthélemy, les aides qui sont perçues sont... je ne vais pas faire de ratio, mais on est des fois 1 pour 10, 1 pour 50 par rapport à ce que d'autres territoires touchent. Alors, ce qui peut être légitime, hein, quand vous êtes les terres australes et que personne n'habite chez vous et qu'il n'y a qu'un bateau qui amène des scientifiques, c'est évident que si quelqu'un n'aide pas à financer, ça peut pas vivre. Mais le système, je pense, malgré tout, fonctionne. Il y a des compétences. Alors, il y a débat de savoir est-ce qu'on devrait avoir plus de compétences, est-ce qu'il y en a d'autres qu'on ne devrait pas avoir. Tout ça, ça peut se discuter. Je ne cache pas qu'aujourd'hui, aller travailler sur des évolutions institutionnelles qui nécessitent de passer par l'Assemblée nationale en France et le Sénat, personnellement, je ne l'amènerai pas sur la table. Mais oui, ensuite, voilà, il y a certaines choses qu'on peut faire. Il y en a d'autres, par contre, qu'on ne peut pas faire et où, objectivement, l'État français ne donnera pas la main plus que ça. Tu voulais prendre l'exemple sur la Polynésie française, par exemple, qui a beaucoup de compétences. C'est un peu vers ça que tu tends ? Non, moi je pense qu'on peut rester français, mais grâce à cette collectivité, avoir plus de règles. Parce que je suis désolé, moi j'ai eu un permis pour 120 mètres carrés alors que ma femme et mes enfants leurs ancêtres sont arrivés en 1635. Là je vois à Saint-Jean une maison
pour quelqu'un qui n'habitera pas ici, 6 blocs avec des plafonds de 9-10 mètres des plafonds de 9-10 mètres de haut, une piscine de 35 mètres encore. Alors on me dit toujours, c'est toujours les autres qui ont donné le permis. Non, mais il y a un moment, c'est pas normal. Moi, j'habite là toute l'année et je vois ces maisons qui vont gaspiller de l'eau, gaspiller de l'électricité. Parce que quand on dessale l'eau de mer, on rejette des trucs dans la mer aussi. Tout le fioul qui brûle, je ne sais même pas comment les gens qui habitent sur les bateaux au large public font pour respirer, hein, parce que c'est quand même épouvantable ce qui leur tombe dessus. Donc je pense quand même que les gens qui viennent de l'extérieur et qui investissent, qui n'habitent pas ici, en profitent beaucoup plus que les gens qui habitent ici aujourd'hui, et c'est pas normal. Il y a un moment, il faut remettre les choses à leur juste valeur, et si on me dit « Ah oui, mais en France, c'est l'égalité », moi, je vois pas beaucoup d'égalité ici. Voilà. Donc, après, je ne suis pas pour tout réglementer, mais je pense que ces gens-là devraient payer beaucoup plus. Ou alors, si on leur laisse faire 2-3 maisons de luxe, eh ben, on leur demande de payer des terrains pour faire des logements pour les gens qui travaillent ici. Parce qu'on est quand même aujourd'hui dans ce problème-là, où les gens qui travaillent ici, ils n'ont pas de place. Donc, ils payent beaucoup plus parce que les taxes prélevées sont proportionnelles aux surfaces de plancher. Donc, il y a une réalité déjà. Et il y a une autre réalité, c'est que j'entends ce que tu dis, mais tu vas avoir d'autres personnes qui vont te dire moi aussi, ma famille, elle est là depuis des générations, et j'ai même pas un terrain pour construire 120 mètres carrés. Ben oui. Donc, quelque part, c'est toujours pareil, on est moins bien que certains, on est mieux que d'autres. Maintenant, la règle, mon sentiment, la règle parfaite en urbanisme, ça serait de l'urbanisme de projet. Mais c'est extrêmement compliqué à mettre en place, déjà parce que, comme j'ai dit, une réalité topographique qui n'est pas évidente, et d'autre part parce que c'est la règle la plus subjective qui soit. Donc c'est aussi extrêmement compliqué à mettre en place. Oui, mais bon, les 90 millions pour l'EDF, je pense que vous pouvez les trouver facilement. Hein. Mais bon. Merci pour ton intervention, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter peut-être ? Je t'en prie. Moi, j'ai juste une question. Bonjour, je m'appelle Maïda, j'habite sur le Grand Cul-de-Sac. Je voulais juste avoir un petit peu le statut de la continuation de la route sur le Grand Cul-de-Sac. Je sais que là, ils arrivent à peu près au niveau de Ticorail. Quelle est la continuation ? Vous allez continuer vers Toigny ou qu'est-ce qui se passe ? Donc pour cette année, on n'a pas dit effectivement d'aller jusqu'au Ticorail et les marchés sont en cours pour pouvoir commencer l'année prochaine la continuité pour aller jusqu'à Toigny et finir la boucle. Et quand vous dites l'année prochaine, quand l'année prochaine ? Sur la période classique où les travaux commencent, donc généralement mars-avril. Emmanuel, je vais récupérer le micro, merci. Bonsoir. Sur le centre culturel, vous êtes donc sur 3 étages de parking et 2 étages pour le centre culturel, ou 2 étages de parking ? 2 et 2, d'accord. Donc au niveau du CESCE, on a une commission culture et on est en train de terminer un rapport, le 3e rapport de cette commission, sur les infrastructures culturelles. Et donc on n'a pas fini, mais on est en train d'interroger toutes les associations culturelles de Lille pour savoir si elles ont un besoin en termes de centre culturel ultramoderne à Saint-Barthélemy. Et pour l'instant, on n'en a pas eu une qui nous a dit qu'elle avait un besoin de ce type. Il en reste encore quelques-unes, donc la messe n'est pas dite. Mais je voulais avoir votre retour par rapport à ça. Est-ce que le besoin a été identifié voilà, quelle est votre position par rapport à l'objectif de ce centre culturel, de ces étages-là ? Alors, la messe n'est pas dite, j'ai quand même envie de dire que c'est un petit peu tard. C'est un projet qui est ancien. Alors, tu reprends les délibérations de l'époque, tu verras mon point de vue. Néanmoins, voilà, c'est un chantier qui a été lancé, qu'il faut continuer. Il y a des engagements qui ont été pris. Ce que nous avons essayé de faire en début de mandature, c'est de voir comment le réajuster. Donc c'est pour ça qu'effectivement, mon sentiment, et qui était partagé quand même par une majorité d'élus, c'était de se dire, ce bâtiment peut être optimisé. Parce que, alors bien sûr que c'est la réflexion qu'il y a derrière intéressante. Alors, ça se fait en 2 étapes. La première réflexion était de se dire, on fait du parking. La deuxième partie était de se dire, vu qu'on a du parking, on va faire quelque chose par-dessus, et donc on va faire ce centre culturel. Avec l'idée de se dire, c'est un bâtiment qui a aussi la capacité à accueillir des événements, à accueillir des colloques, à faire pas mal de choses. Idée, après tout, qui peut se défendre. Le sentiment qui était partagé par une majorité d'élus sur cette mandature, comme je dis, c'est qu'on pouvait améliorer. Donc c'est pour ça qu'on l'a retravaillé, alors avec toutes les conséquences qu'on voit jusqu'à maintenant, mais néanmoins,
d'essayer de l'optimiser, donc d'y ajouter une bibliothèque pour la collectivité. On a une bibliothèque territoriale aujourd'hui qui n'est pas accessible, qui est relativement petite, même si elle reste très agréable, et j'invite chacun à aller y faire un tour si vous n'y êtes pas passé, parce que voilà, c'est un outil qui est extrêmement important. Mais donc voilà, il y avait une opportunité de se dire on peut intégrer cette bibliothèque. Ensuite, il y a des salles pour les associations justement qui sont plutôt des petites salles. Pour justement, on a très régulièrement des associations qui nous disent nous on aimerait bien se développer. On a le cas par exemple à l'école de musique aujourd'hui, on a un sujet parce qu'il y a un petit local qui est réutilisé pour faire des percussions et où le voisin dit vous êtes bien gentil mais moi la batterie et les percus c'est pas forcément ce que j'ai envie d'entendre à côté de chez moi. On a d'autres associations qui se disent moi je fais du violon, du piano, peu importe, j'ai pas de local. Si j'avais un endroit je pourrais aussi développer mon activité. Donc la collectivité évidemment ne peut pas répondre à tous les besoins, mais par contre voilà, on a essayé de faire en sorte d'avoir une offre qui soit plus importante, d'avoir aussi un bâtiment qui vive de jour comme de nuit, parce que c'est vrai que le projet de départ, on peut imaginer plutôt des événements de nuit et du coup un bâtiment qui serait resté assez vide en journée. Donc voilà, c'est tout le travail qui a été fait. Alors on a eu pas mal de soucis et de difficultés sur ce chantier depuis qu'on a retravaillé. On arrive a priori au bout des choses et l'espoir est de pouvoir sécuriser avant la fin d'année et reprendre le chantier dans la foulée. Évidemment, il faudra discuter avec les différentes entreprises parce que ça fait un moment que les marchés ont été passés. Mais l'idée reste de pouvoir repartir. Maintenant, voilà, comme dit, la collectivité, c'est pas une année Saint-Barth d'abord, une année Union. Voilà. Il y a une continuité et donc il faut aussi s'adapter à ce qui est fait. Et en tout cas, l'objectif sera de faire en sorte, vu que c'est construit, de le faire vivre et de le rendre aussi utile que possible. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'on va fermer le petit théâtre du Paradis ou empêcher les gens d'aller ailleurs. Si je peux juste compléter, dans les modifications qui ont été apportées également, il y avait un gros axe sur la modularité, le fait de pouvoir être flexible, de pouvoir modifier la configuration des salles. Donc je pense que c'était un aspect assez important sur le sujet. Après, la salle créera le besoin. Ça va apporter des idées nouvelles aussi et des réflexions nouvelles pour les associations. C'est-à-dire, maintenant qu'on a cette structure en place, on peut peut-être penser à faire telle ou telle chose qu'on n'aurait pas imaginé avant et on saura vous solliciter sur tout ça. Pour rentrer dans le concret peut-être, je suis dans le concret moi, est-ce que tu peux nous donner par exemple, Fabrice, la chronologie des grands projets structurels qui sont présentés ce soir? Est-ce qu'il y a une chronologie pour vous, 2027, 2028, 2029 ? S'il vous plaît, merci. Alors oui, on va essayer de le faire de tête, mais on peut commencer par celui qui est en face de nous, donc l'ancienne caserne des pompiers, qui, la partie du bas a été reconvertie en garage pour le service mécanique, ainsi que pour le service des sports, qui a son bureau là-bas, à proximité de la plaine des Jeux. Et à l'étage, on convertit en logement, où il y aura 6 logements de souvenirs, pour pouvoir permettre justement de loger nos différents agents. Au niveau de comblement de la Darse, on est sur la toute fin. Le souvenir, le projet a été réceptionné, on est à quelques réserves. Donc pour cette partie, on a fini. Dans les projets qui sont en cours également, on a, comme l'a dit le président tout à l'heure, on vient de valider la construction d'une MAM à Anzécaille ainsi que 14 logements qui vont pouvoir commencer au niveau de l'attribution des marchés, la construction en 2027. On est également sur le même timing par rapport au pôle handicap, sur la maison, la MAS et l'IME au niveau de Saint-Jean. Dans les projets qui sont en cours, on a également à Cul-de-Sac, où on a des logements qui sont en cours sur le sujet. Pour lesquels le terrassement est déjà bien avancé et sur lequel on va continuer à avancer. Ce qu'on peut voir également à l'écran, c'est le château d'Oux qui est à Lurin, qui permettra de compléter le réseau d'eau de Saint-Barthélemy. Donc là, on espère une finalisation entre fin d'année et début d'année prochaine pour
Oui, 1000 mètres cubes au niveau du château d'eau. Donc, pour une finalisation l'année prochaine. Dans les autres projets, j'en ai plus qui me viennent à l'esprit. L'école. L'école. Oui. L'école de Saint-Jean. Il y avait une question. Il semble que les réservoirs ronds tiennent mieux que les réservoirs carrés, vu ce qui s'est passé à Public. Oui, et effectivement. Mais bon. C'est effectivement une forme carrée à Lurin. Non. Après, les experts analyseront. Il ne s'est pas cassé parce qu'il était carré. Donc, mais je pense qu'il y a quand même d'autres choses qui se sont passées. Maintenant, oui. Après, je dessine pas les projets. Effectivement, je me dis que ça aurait peut-être été judicieux. Maintenant, là, c'est un peu tard là aussi pour changer, mais il n'y a pas de raison que le carré bien fait devrait tenir sa centaine d'années comme c'est projeté normalement. après, sur Saint-Jean, on a le parking devant le SAD sur lesquels on va travailler à partir de l'année prochaine pour pouvoir retravailler cette place. En lien justement avec la construction des écoles, on aura le premier coup de pioche l'année prochaine et une finalisation 2030 si j'ai bonne mémoire. Parfait, je crois qu'on a un petit peu l'ordre des choses. Est-ce que vous avez des questions peut-être ? Dans les tuyaux de mémoire, on a aussi toutes les aires de jeu pour les enfants, oui, qui sont aussi relancées avec une volonté d'avoir aussi, souvent possible dans ces aires là aussi, plus d'accessibilité. Parce qu'on avait beaucoup d'aires qui n'étaient pas inclusives. On a déjà réalisé avec le Conseil des jeunes les trampolines sur la zone de Saint-Jean avec un trampoline accessible. L'idée de regarder, alors je ne suis pas sûr qu'on ait pu le faire dans toutes les aires parce que généralement les jeux accessibles sont prennent un peu plus d'espace, mais en tout cas voilà, avec cette réflexion de se dire on doit avoir plus d'inclusivité dans nos espaces publics. Si je peux juste... Alors, juste un petit mot par rapport aux écoles. Ce que le président a mentionné tout à l'heure, on va juste donner un chiffre. On a rajouté une centaine de places de parking sous l'école, ce qui permettra également de servir bien sûr pour l'école, mais d'être également un parking public pour notamment la plaine des Jeux, qui permettra de résoudre, si on peut le dire comme ça, le sujet de parking qu'on peut avoir à Saint-Jean, à proximité immédiate en tout cas de la plaine des Jeux. Après le déplacement des écoles à Saint-Jean, il y a un projet déjà à Gustavia, pas du tout? Non, il n'y a rien qui est acté aujourd'hui. Évidemment, la première réflexion, elle est en tout cas sur la partie école primaire, elle serait plutôt sur du logement. Maintenant, c'est quelque chose qui sera regardé parce que de mémoire, on a acheté une vingtaine de logements depuis le début du mandat. Ça en fait entre 40 et 50 que la collectivité possède aujourd'hui. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait 40 à 50 logements qu'il faut entretenir. Donc il faut le personnel d'une part et les équipes au sein de la collectivité pour faire ce suivi. Et puis il faut le financement derrière parce que changer 50 clims, c'est plus onéreux que changer 10 clims. Donc, mais il y a aussi ce besoin, donc forcément, dans chaque projet, la question se pose de dire est-ce qu'on est capable d'y mettre un peu de logement par rapport aux besoins de la collectivité, mais pas que, parce que les logements dont je parlais, il y en a qui servent également au service de l'État, que ce soit la préfecture, la trésorerie, l'hôpital, l'éducation nationale. Donc voilà, on essaye aussi d'accompagner sur ce plan-là. Ce sera peut-être une réflexion à mener d'ailleurs aussi, comment on répartit ensuite à minima les entretiens, etc. Voilà, c'est peut-être des discussions qui seront menées, mais ça on le verra. Et dans les projets qu'on n'a pas nommés également, sur lesquels on va bientôt commencer à travailler, c'est la reconstruction, si on peut le dire comme ça, de la caserne des pompiers qu'on appelle le SSLIA au niveau de l'aéroport et au niveau de la cantine scolaire. Donc on n'a pas encore de timing précis, mais on avance sur la chose. Et dans les sujets, on va dire, d'ampleur également, on va commencer d'ici le début d'année prochaine à poser les différents panneaux pour l'adressage.
Et sur la question des écoles, parce que je crois que j'ai répondu sur la moitié du bâti, parce qu'il y a aussi les écoles maternelles. Là non plus, c'est pas acté, mais il y aura certainement forcément une question avec le collège qui est juste à côté et le CFA. De se dire, est-ce qu'on récupère un peu d'espace pour se donner un peu d'air. Il y a aujourd'hui des demandes du club de voile, de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas délocaliser le club de voile sur cette zone de Grand Galets. Voilà. Il n'y a rien qui est acté, mais c'est aussi sur tous ces sujets où ça sera intéressant que la population soit force de proposition. Parce qu'on parle de cette délocalisation, mais on a par exemple l'ancien bâtiment du comité du tourisme à côté du port de la capitainerie, où il y a un projet qui existe, et donc voilà, il faudra qu'on regarde comment on avance dessus. On a l'ancienne mairie qui est elle aussi abîmée depuis Louis. Je crois que c'est Louis qui avait commencé à l'abîmer, et ensuite Irma. Voilà, c'est un bâtiment qui est quand même historique, qui n'est pas forcément le plus simple, parce qu'au cœur de Gustavia, donc on ne va pas revenir sur les questions de parking, etc., mais autant à l'époque, vous aviez au rez-de-chaussée l'état civil, par exemple, qui était là, autant aujourd'hui, c'est assez compliqué d'imaginer, par rapport aux différentes règles, ne serait-ce que les règles qui sont mises en place, même par rapport à la circulation, par rapport à tout ça, d'avoir un flux de personnes qui entrent et qui sortent de 3 portes de bureaux sur le bord de route, ça serait compliqué. Donc il y a aussi une réflexion. On a des besoins aussi à la collectivité. Il y a une réflexion, par exemple, là-bas, de voir comment on pourrait un peu plus centraliser les archives, peut-être faire une salle d'exposition pour nos archives et quelques bureaux. Tout ça n'est pas acté. Merci, Monsieur le Président. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des sujets que vous aimeriez apporter, soulever? Est-ce que ce que vous avez présenté ce soir, ça vous parle? C'est concret? On est dedans? On y croit? Je sais que tu en doutes encore un peu, mais... Pas tout à fait en rapport, mais je pense que pour les finances, c'est en rapport. Moi, je connais de plus en plus de gens qui sont résidents à Saint-Barth, mais qui n'habitent plus à Saint-Barth, et j'ai l'impression que c'est pas très contrôlé, ça non plus. Donc je ne sais pas si c'est la collectivité qui doit regarder ça, ou s'il faut attendre que l'État vienne s'occuper de ça. Parce que quand on habite toute l'année ici, je l'ai un peu mauvaise, moi, de savoir qu'il y a des gens qui viennent jamais et qui ont le statut de résident. Non, je suis d'accord avec toi, par contre, tu inverses le problème. C'est-à-dire que celui qui doit contrôler, c'est celui qui ne récupère pas ses impôts. Donc si la personne habite à Paris, en Guadeloupe ou je ne sais où, et ne paye pas ses impôts, le problème, c'est pas Saint-Barth, parce que nous, la personne ne nous doit rien, donc elle n'est pas en dette envers nous. Oui, mais on peut nous le reprocher, non? Ben non. Parce que nous on fait notre boulot. Enfin, nous, on n'a pas, entre guillemets, on n'a pas ce boulot-là à faire parce qu'on n'a pas d'impôts à récupérer. Donc, par contre, oui, ils peuvent venir nous demander est-ce que telle ou telle personne, et ça peut arriver. C'est vrai que pour le moment, pas vu, pas pris, mais ça peut arriver qu'on ait des appels en collectivité pour se renseigner sur telle ou telle personne parce qu'il y avait un doute ou un problème sur son lieu de résidence. Et ça fait d'ailleurs partie des sujets qui ont aussi fait polémique en début de mandat sur l'attestation de résidence fiscale, où j'ai personnellement souhaité arrêter de les signer, parce que c'était moi en tant que président qui signais une attestation de résidence fiscale, qui se basait sur une série de documents, mais qui au final ne prouvaient pas forcément toujours grand-chose. Et j'ai commencé à les signer comme ça s'est toujours fait, jusqu'au moment où j'ai commencé à avoir un ou deux documents où on se connaît un petit peu les uns les autres à Saint-Barth, et j'avais des documents devant les yeux de personnes dont je savais pertinemment ce que tu dis, qu'elles n'habitent pas à Saint-Barth. Et donc, vous êtes bien gentil, mais je ne vais pas, moi, mettre ma signature sur un document comme ça, alors que je sais que la personne n'habite pas ici. Mais la responsabilité, elle incombe plutôt à la personne qui ne se fait pas payer ses impôts. Parce que nous, on n'est pas en train de truander, c'est la personne, et c'est pour ça que cette attestation qu'on va certainement remettre, ça reste une attestation sur l'honneur avant tout. Donc c'est chacun qui s'engage et avec sa conscience et son risque. Ça va? Oui. Alors, je suis très intéressé par tous les projets futurs, très intéressants. Seulement, je voudrais vous alerter, comme l'a dit monsieur, des problèmes, immédiats. Et comme l'a dit notre collègue, il y a effectivement un appauvrissement de la population qui vit à l'année ici. Et surtout, il va y avoir une fuite des personnes, puisqu'il y a effectivement
des ressources humaines qui ne sont pas renouvelées du fait du coût de la vie. Et donc, il va y avoir tout un tas de services. On l'a vu récemment avec la Poste, mais je peux vous alerter quand même sur tous les services qui sont les petites mains de Lille, qui sont là 12 mois sur 12 et qui ne vont pas pouvoir tenir longtemps ce rythme-là. Donc, les projets, c'est très bien, c'est magnifique, mais il faut quand même résoudre le problème de la population qui est là toute l'année pour permettre effectivement, je ne suis pas jaloux, hein, il y a des grands groupes, tant mieux, et ils investissent, font ce qu'ils veulent, ils vivent leur vie, mais bon, pour ceux qui les soutiennent, parce que c'est quand même le soutèlement de Lille, c'est ce qui permet, et puis il faut faire attention, parce qu'on a vu quand même ces dernières années une modification de la population touristique, hein, qui n'est plus tout à fait la même. Donc, ces deux choses, il faut les avoir en tête. Hein. Enfin, je sais, on en a déjà parlé, mais voilà. Juste pour rebondir sur notre résident permanent de Saint-Barth. C'est évidemment extrêmement important, ce des sujets sensibles. Alors, une des pistes qui est travaillée, hein, c'est la formation. Parce que très souvent, si les gens viennent travailler à Saint-Barth, c'est parce qu'on n'a pas trouvé sur place les personnes pour faire ce travail. On a fait le choix d'accompagner, alors ça reste certainement marginal par rapport au montant d'une année d'études, mais on a fait le choix d'augmenter l'aide à la formation au niveau de la collectivité. J'ai aussi demandé à la direction générale de travailler sur la capacité à mettre des emprunts à taux zéro pour les jeunes qui veulent se lancer, qui ont des besoins, pour justement essayer de donner le maximum de chance aux personnes qui sont sur Saint-Barthélemy, de travailler sur Saint-Barthélemy. Mais effectivement, oui, c'est un sujet, et la formation ne fera pas tout. Après, encore une fois, hein, et c'est pas pour envoyer la balle aux autres, mais il y a aussi une question de responsabilité individuelle. Et tout le monde n'est pas obligé de mettre sa maison de chambre. Alors, j'entends qu'il y a des fois des emprunts, mais il y a des maisons qui sont aussi des fois complètement amorties. On n'est pas obligé de la mettre en location aussi cher que celui qui a un emprunt. Mais c'est sûr que vu que le prix du marché c'est celui-là, on va plutôt aller chercher haut que de se dire non, c'est bon, j'ai pas besoin d'aller par là. Donc c'est aussi un travail. Là aussi on parlait de l'adressage. C'est un des objectifs de mieux comprendre un petit peu et de mieux visualiser le fonctionnement du bâti sur Saint-Barthélemy. Parce qu'aujourd'hui et jusqu'à maintenant, on l'a entendu aux dernières élections, on l'a entendu avant, on l'entend encore aujourd'hui, il y a trop de villas, il y a trop de ci, il y a trop de ça. Mais concrètement, on n'a pas une visibilité vraiment claire de combien. Et donc c'est tout l'objectif. On n'a pas la visibilité non plus de savoir qu'est-ce qui a été autorisé. Parce que le service urbanisme, elles sont 4. On ne peut pas être sur tous les chantiers partout. Et il y a ceux qui jouent le jeu et qui font ça très bien. Il y en a qui profitent aussi un peu plus du système. Là, je suis rentré il y a 10 jours. Dans l'avion, j'étais en train de signer un arrêté d'interruption de chantier parce que on a vu qu'il se passait n'importe quoi. Et que voilà, les services essayent de faire leur maximum. Mais malheureusement, voilà, effectivement, on a un territoire qui est attractif, et il y a ceux qui aiment ce territoire, qui veulent s'y installer, qui veulent y travailler, et puis il y a ceux qui se disent c'est une bonne opportunité. Et après, ce qui est raisonnable aussi, tant qu'on le fait de manière correcte, et il n'y a pas de souci à avoir une opportunité, et à venir travailler et à gagner sa vie à Saint-Barthélemy. Profiter du système, c'est plus problématique, c'est sûr. Et la police recrute, l'urbanisme recrute, donc n'hésitez pas à faire passer le message. Ou ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à envoyer vos CV. Alors, il y a, dans le même sujet, état d'esprit, un jeune résident aujourd'hui va voir une banque pour faire sa maison. On lui dit non, mais s'il ment même, et dit je fais une maison pour louer, là on lui prête. Il y a quand même un problème, et je pense que la collectivité devrait encadrer ça, quoi. Il y a un moment, ça va, quoi. Moi, j'en connais plein, hein, je connais plein de cas. Hein. Donc, en fait, il faut mentir. Il faut dire aux banques, oui, je fais une maison à louer. Mais si vous dites que c'est une maison pour habiter, on vous dit non. Dans toutes les banques. Parce que les banques ne sont pas des associations caritatives. C'est pas normal. Il y a un moment, il faut...
On est bien d'accord. Après, moi, je suis OK pour dire il faut changer le système, il n'y a pas de problème. J'essaye de faire ma part à la collectivité. Voilà, sur la banque, après, le raisonnement, il est simple. C'est de dire... Déjà, il faut le dénoncer. Quelle est notre chance de récupérer notre mise ? Il faut le crier haut et fort que c'est lamentable et que c'est pas normal. Et qu'à ce moment-là, si elles veulent, elles peuvent partir d'ici aussi. Parce qu'il y a un moment, si on ne joue pas le jeu, c'est un peu comme, j'appelais ça à l'époque l'effet sapotillier, où le restaurant restait ouvert que pendant la haute saison et fermé toute la basse saison. Et ben pour tous ceux qui restent ici, c'est normal? Non. Donc il y a un moment, je pense qu'il faut qu'on arrive, grâce à la collectivité, même si ce n'est pas les lois françaises, à mettre des garde-fous. Parce que sinon, on va avec que des villas de luxe et plus personne pour travailler dedans. Donc il y a un moment, je pense qu'il faut arrêter ça. C'est quand même un cinéma et je pense qu'on aurait pu faire ça depuis longtemps, qu'on aurait pu mettre des garde-fous. Et on n'a aucun garde-fou aujourd'hui et on va se faire bouffer. Et on va peut-être effectivement prendre un paquebot, pas pour mettre un hôpital, mais pour habiter. Et on viendra tous les jours en navette. Non, mais il y a un problème. Aujourd'hui, il y a un gros problème. Et je trouve que la collectivité devrait arriver à avoir des garde-fous au moins, même si elle ne peut pas tout faire. Mais il faut taper du poing sur la table et puis dénoncer surtout. Parce que je n'ai jamais entendu parler de ça nulle part. Hein. C'est juste le fonctionnement de toutes les banques de France, de Navarre, d'autres territoires. On est ici. Oui, ici, on est en France, Alexandre. On est en France. Il y a plein de territoires d'outre-mer qui ont des petites lois spécifiques et sont françaises. Sur les banques. Alors, amène-moi la liste des banques françaises qui ne fonctionnent pas comme celle de Saint-Barth, et demain, je les appelle pour regarder comment on peut travailler. Amène-moi je te promets, demain, tu m'amènes ta liste, et je vais la faire. Sujet. Mais je suis très intéressé de savoir quelle banque en France travaille différemment qu'à Saint-Barthélemy, parce que la banque, la première question qu'elle va se poser, c'est est-ce que j'ai une capacité ou non à récupérer mon argent ? Et malgré tout, il y a aussi une réalité, c'est que moi, j'ai aussi vu l'inverse. Donc un salaire ne suffit pas à rembourser, quoi. J'ai aussi vu l'inverse, une location, de banques qui donnent des prêts et qui, si je prends mon analyse entre guillemets comptable, je me dis c'est une erreur parce qu'ils sont en train de mettre la personne en difficulté. Parce que derrière, une fois que le projet, on sait que sur une construction de 2 ans, il y a forcément des évolutions sur l'estimation qui a été faite et qui est normale parce qu'il y a des aléas de chantier, il y a des crises diverses et variées qui peuvent se passer et influencer les prix des matières premières. Et la personne, demain, elle va avoir ces mêmes 5, 6, 7, 8 000 euros à rembourser par mois. Parce qu'un emprunt sur 25 ans pour 1 million et quelques, c'est 7 000 euros par mois à rembourser. Donc il faut aussi bien réfléchir avant de dire à quelqu'un, pas loin de ça, après et derrière, il faut être sûr que la personne va être capable de ne pas se mettre en difficulté parce que je perds mon emploi, parce que j'ai une situation de maladie, de ci, de ça. Et là, on est en difficulté. Donc je ne dis pas que le système est bien. Mais par contre, c'est pas aussi simple de se dire on doit y aller et accéder à tous les emprunts. C'est pour ça que oui, par contre, une collectivité, c'est ce que je disais, une collectivité, elle peut prendre ce risque de dire je vais faire un prêt à taux zéro, ce qu'une banque ne va pas forcément faire. Évidemment, pas sur 3 millions pour construire une maison, mais sur une formation spécifique ou sur le lancement d'un projet, etc. Oui, c'est des choses qu'on doit pouvoir travailler. Et après, sur le côté saison et hors saison, on discutait ce matin avec l'association des commerçants. Oui, il y a une volonté de beaucoup de monde aujourd'hui de se dire voyons comment on fait vivre l'été. C'est ce qu'on a fait pas plus tard que la semaine dernière en essayant d'organiser des événements supplémentaires. Parce que, tu as raison, il reste beaucoup de monde sur l'île, alors qu'il y ait un mois et demi de fermeture. Personnellement, je prône pour que la fermeture des établissements ne se fasse pas avant le 24 août, et que le 24 août soit... c'est la fête de la Saint-Barthélemy, donc ça devrait être la fête de tout le monde. C'est un petit peu dommage de se dire, il y a la moitié de l'île qui est déjà partie parce que les établissements sont fermés. Maintenant, encore une fois, c'est aussi le libre arbitre de chacun. Mais en tout cas, il y a cette réflexion, ce travail de se dire... Comment faire en sorte qu'il y ait des gens, il y en a qui le font, hein. Il y a des restaurateurs qui restent aussi ouverts tout l'été, qui vont fermer sur d'autres périodes. Mais c'est sûr que plus l'île vit, mieux c'est. Si je peux juste compléter, pour avoir été banquier pendant 12 ans, malheureusement, sans rentrer dans les détails techniques, mais on dépend du code monétaire et financier et qui dicte en fait les règles par rapport
comment attribuer un crédit particulier à une personne, et sans entrer sur le crédit professionnel ou autre. Malheureusement, quelle que soit la Banque de France, on sera sur la même situation. Et même si on venait à réussir à faire évoluer la législation pour avoir des manières différentes de calculer la chose, je ne suis pas certain que les banques en local resteraient, car ça demanderait des investissements assez importants pour pouvoir faire évoluer leur logiciel. Mais la caution ou la garantie pourrait être peut-être fournie par la collectivité. C'est un peu, alors c'est pas exactement ce que Xavier disait, mais le principe est là. Et après, ça permet justement d'avoir des leviers supplémentaires. Mais encore une fois, la première des choses qui est vérifiée, c'est capacité d'emprunt, avant de vérifier la garantie. Et si on n'a pas la capacité d'emprunt, on ne regarde même pas la garantie. En sachant que même si la collectivité se porte bien, multipliée par 100 ou 150 constructions par an, ça peut être difficile à un moment. Mais dans l'absolu, oui, l'idée reste d'accompagner. Très bien. On me fait signe qu'il y a peut-être une question de quelqu'un qui nous suit en ligne. Ça parle pas mal de logements sur Facebook, forcément. Pendant que tu regardes, moi, j'aurais été curieux de savoir s'il y en a parmi vous qui voient certaines priorités qui n'ont pas été évoquées dans les différents chantiers et qui se disent c'est bien beau de faire ça et ça, mais par contre, quid de tel projet? Est-ce qu'il faut d'abord avancer sur cette urgence, parler des archives? Est-ce que c'est une urgence, les archives? Est-ce que c'est une urgence d'avoir d'autres infrastructures sportives? Est-ce que c'est, je ne sais pas si vous avez des sujets qui n'ont pas été abordés et qui vous interpellent par leur absence. Il y a un internaute qui nous interpelle, c'est MetaWord. Il nous dit, c'est quoi le futur des logements pour les jeunes qui vont sortir de l'école sans logement? Une des priorités les plus importantes de l'île et des îles en général. On la connaît. Il n'y a malheureusement pas grand-chose à répondre à ce genre de questions. Il y a Julie Satabin qui nous dit, à mon sens, il faut des logements pour les salariés de l'hôpital. Je pense que l'entretien peut se faire par les occupants, surtout s'ils sont neufs. On perd tous les soignants depuis des années. Idem pour les écoles, plus de salariés, plus de soins, plus de profs. Donc plus de petites mains pour les touristes. Et ça vaut pour tous les métiers. On en revient toujours... Après, il faut surtout qu'Éric paye mieux, mais ça... Statut de la fonction publique, oui. Mais cependant, après ça, malgré tout, pour répondre, parce que je le dis en boutade, mais que ce soit la collectivité, que ce soit l'hôpital, les deux ont travaillé à améliorer les offres. Alors je crois qu'au niveau des logements mis à disposition par la collectivité, on en a un ou deux de plus qu'en début de mandat. Et je sais que l'hôpital, vous-même, vous avez fait des efforts à rechercher d'autres logements dans le privé et à accompagner aussi. Donc c'est pas parfait, c'est évident. Mais c'est un travail qui se fait aussi. Alors, si je peux juste compléter, on m'a soufflé quelques réponses sur les projets qu'on a pu oublier. Dans les aspects de connectivité et de résilience, on a 2 NRO, donc c'est les nœuds de raccordement optique, c'est des gros bâtiments qui sont un peu les centres nerveux du réseau de fibre optique de Saint-Barthélemy qui vont être livrés cet été. Et avec ça, un 3e câble sous-marin qui viendra connecter Saint-Barth. Alors, sans rentrer dans le détail, on a 2 câbles vieillissants et il fallait commencer à réfléchir à un 3e si on voulait continuer à être connecté à Internet. Donc c'est un investissement qui a été réalisé dans ce sens. On a également l'extension de la Croix-Rouge qui va s'achever cet été. On a également la piste d'athlétisme que vous avez certainement vue, qui est en train d'être rénovée et qui sera finie d'ici septembre-octobre. Et le terrain et l'éclairage l'année dernière. Et l'éclairage l'année dernière. Et l'extension de la station d'épuration de la Steppe à Gustavia, qui est également dans les clous pour permettre l'amélioration du service. Et enfin, le parking à étage qu'on va réaliser au niveau de public, à côté du bâtiment où sont les compagnies maritimes en l'état actuel. Très bien, je te remercie pour ce complément d'information, effectivement. Et l'ancienne mairie? L'ancienne mairie? Non, l'ancienne mairie, c'est ce que j'ai tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est pas encore fléché. Il y a un besoin. Il y a une réflexion sur est-ce que c'est par exemple là qu'on pourrait mettre les archives de la collectivité, parce que
dit comme ça peut paraître quelque chose qui n'est pas forcément une priorité, mais c'est une obligation de la collectivité de garder ses archives. Et au-delà de l'obligation, c'est quand même extrêmement utile et intéressant, parce que c'est ce qui permet de quand même faire vivre son histoire. Aujourd'hui, c'est dispatché dans 4, 5, 6 bâtiments différents, donc difficilement accessible et difficilement gérable. Donc on sait qu'on a besoin, dans un temps relativement proche, d'un bâtiment qui permettra de garder l'ensemble des archives, et potentiellement, pourquoi pas, comme je le disais, de faire une petite salle d'exposition aussi, que les gens puissent venir consulter et chercher et se renseigner sur le passé. Donc ça pourrait être une option pour ce bâtiment. Aujourd'hui, c'est pas acté, mais c'est dans la to-do list. Aussi bien de reprendre le bâtiment de l'ancienne mairie que d'avoir un bâtiment des archives. Et juste sur la Croix-Rouge, pour expliquer un petit peu le projet, c'est une extension qui permette à la Croix-Rouge de mieux travailler avec des bureaux un petit peu mieux isolés, voilà, un espace que l'espace, pour ceux qui y sont passés récemment, est de plus en plus utilisé, parce que c'est une association qui travaille beaucoup et qui est aussi beaucoup visitée. Et l'autre partie du projet, c'est d'avoir des sanitaires et des casiers qui soient accessibles pour les personnes en difficulté, sachant que ces infrastructures seraient disponibles une fois que les personnes se font connaître auprès des services sociaux. Donc ça permet d'une part de répondre quand même à un besoin, et d'autre part d'inciter un petit peu certaines personnes à venir se faire connaître, parce que malheureusement les personnes en situation difficile comme ça, des fois préfèrent rester discrètes, isolées et compagnie. Et donc par le biais de la Croix-Rouge qui est déjà en contact avec cette population, eh bien ça permettrait, voilà, d'avoir un contact qui soit facilité et des conditions aussi, voilà, un peu plus décentes, parce que forcément quand vous n'avez pas de chez soi, il faut trouver des endroits pour avoir des sanitaires, prendre une douche, ranger les quelques affaires qu'on a. Et donc voilà, c'est le sens de ce projet qui personnellement me tient beaucoup à cœur, et c'est vrai que ça fait un moment qu'on travaille dessus, donc je suis très heureux qu'il arrive au bout. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Fabrice. J'espère qu'on aura répondu, qu'on aura couvert et qu'on vous aura présenté au mieux les projets et le développement de l'île, les projets structurels qui sont en cours. On vous a donné un petit peu la chronologie, donc je pense qu'il y a une meilleure compréhension. Il y a la visibilité maintenant, et les images parlent d'elles-mêmes, donc je pense que la collectivité y travaille. Encore merci d'avoir répondu présent à ce rendez-vous. Je pense qu'il n'y a pas de questions, donc je vous remercie encore. Oui, tu as une question peut-être? Merci. Bonjour, bonsoir. J'ai plusieurs choses à demander. Donc déjà, les deux premières choses, ce serait pour ce qui est de l'éboulement à l'entrée du... Attends, mets-toi un peu plus au milieu si tu veux, parce que je crois que tu es dans l'axe des haut-parleurs. Donc voilà, s'il te plaît, merci. Du coup, j'aurais voulu savoir qu'est-ce qu'il en est de l'éboulement à l'entrée de Gustavia et du théâtre. Déjà ça, et après j'ai d'autres choses aussi à demander. Donc le centre culturel, on en a un petit peu parlé, j'ai dit l'objectif est qu'on puisse sécuriser et relancer les travaux avant la fin de l'année. Sur l'entrée de Gustavia, c'est pareil, ça a été long et fastidieux, parce que c'est une zone qui s'avère être extrêmement sensible, et donc avant d'intervenir, il a fallu évidemment regarder assez longuement la situation pour trouver la bonne solution à apporter. Et puis derrière, malheureusement, voilà, il faut encore lancer les marchés. Donc là, les choses sont actées. Donc concrètement, il va falloir poser des filets un peu comme ça se voit en montagne. L'idée, c'est quand même d'essayer de ne pas enlever 100% de la végétation, donc d'avoir un travail qui soit fait de manière assez méticuleuse. Il reste à finaliser les marchés, à les lancer, à les attribuer, et ensuite à lancer les travaux. Donc je sais, un marché, il faut compter 5 semaines de publication, donc le temps de réalisation a quand même quelques semaines aussi avant. Le temps d'attribution, de faire les démarches en collectivité, de passer en conseil, etc., une quinzaine de jours, 3 semaines. Donc on va dire qu'il y a bien 3-4 mois avant qu'on puisse commencer. Donc, sachant que dans 3-4 mois, on sera en pleine saison. Donc il va falloir regarder, voir comment ça peut se goupiller. Le plus tôt sera le mieux. Voilà. Est-ce qu'on est capable de le faire
avant la très haute saison, c'est pas sûr, mais en tout cas, on essaiera de faire au plus vite aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président. Une dernière question qui est quand même d'importance. Je te laisse la poser. Bonjour, bonsoir. Je voulais poser juste une question. La route devant la Bagatelle, est-ce qu'il y aura des travaux en cours? Parce que comme il y a de la houle, on passe tous les jours dedans. On parle un peu je sors plus assez, donc j'essaie de voir où était Bagatelle. Oui, il y a des travaux qui sont prévus. D'ailleurs, c'est en fait ce qu'on fait là cette année, c'est une première étape. Et normalement, à l'été prochain, il y a des travaux qui seront réalisés justement pour travailler sur cette gestion des eaux qui n'est pas opérante aujourd'hui. C'est un sujet assez général sur Gustavia d'ailleurs. On voit bien que dès qu'on a une rampe de bateau quelque part, l'eau s'engouffre et rentre beaucoup plus fréquemment qu'avant. C'est pour ça que quand on a fait l'année dernière, il y a 2 ans, je ne sais plus exactement, les travaux des quais en face, des quais de la République, eh bien, on a commencé à travailler pour rehausser. Et c'est ce qui sera fait aussi sur le Fondrade dès l'été prochain, si tout va bien. Merci, Monsieur le Président. On en reste là. Chers amis, merci encore d'avoir été présents. Passez une excellente soirée. Et on se retrouve très prochainement. Merci d'avoir assisté à ces rencontres territoriales. Merci beaucoup.